Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un poil du X, le podcast où on explore les coulisses du design. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de l'intelligence artificielle dans la recherche utilisateur. Mon invité pour parler de ce sujet, c'est Romain Deschamps. Romain est freelance spécialisé dans la conception d'agents IA. Son parcours mêle à la fois design, research, opération produit et lui a permis d'industrialiser la discovery dans plusieurs structures, notamment chez Agicap. Aujourd'hui, il intervient chez ses clients pour mettre en place des agents IA afin d'augmenter l'efficacité opérationnelle des équipes produits et design et automatiser une partie de leur travail grâce à l'IA. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les impacts concrets que l'IA a déjà sur nos pratiques de recherche actuelles, les opportunités qu'elle ouvre, mais aussi ses limites et la vision de ce qui pourrait être finalement la recherche utilisateur de demain. Romain, bienvenue. Merci, merci de me recevoir. Avec plaisir. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le design, l'expérience utilisateur. J'ai fait quasiment 10 ans d'agence. J'ai notamment fait un passage chez Publicis Sapient à Paris, où je travaillais sur des applications mobiles, etc. C'est là où j'ai mis le doigt dans la recherche utilisateur et où j'ai pu accompagner des équipes pour industrialiser un petit peu la recherche utilisateur. Ça m'a tellement plu, cet aspect rendre les choses possibles pour les personnes de mes équipes, que j'ai fait le pas et je suis parti dans une start-up qui s'appelle Agicap, qui est une fintech à Lyon. Et j'ai accompagné pendant 3 ans ces équipes-là à industrialiser à fond la discovery, comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes, comment est-ce qu'on arrive à capitaliser sur les feedbacks des clients. Et en 2024, j'ai sauté le pas, je suis passé freelance. Et assez rapidement, la prestation de Product Ops que je proposais s'est transformée en conception d'agents IA. Et depuis, j'accompagne des équipes product dans la mise en place d'agents, que ce soit pour l'efficacité opérationnelle ou pour créer un petit peu des workflows agentiques. Et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler. Carrément. Hyper clair en tout cas. Je pense que tu as l'expérience qu'il faut pour justement ce sujet, donc c'est super cool. En tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast et de partager ton expérience, tes conseils, je pense, et ta vision des choses aussi, parce que tu es quand même dans le quotidien par rapport à ces sujets-là, donc c'est plutôt intéressant. Avant de plonger dans le futur, entre guillemets, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, prendre un peu plus de hauteur sur le sujet et de ce qui était la recherche finalement avant l'IA. Comment définirais-tu la recherche utilisateur il y a encore quelques temps dans nos outils, dans nos pratiques, et si tu devais résumer finalement le métier, l'approche à une personne en une phrase, pour quelqu'un qui ne connaît pas en tout cas ce métier-là, comment tu lui expliquerais? C'est une bonne question qui n'est pas facile à répondre finalement. Je dirais que la discovery, la recherche utilisateur, peu importe comment on l'appelle, c'est la capacité à se confronter à ses utilisateurs, à ses prospects, pour identifier des frictions, identifier des besoins et casser un petit peu le statu quo. Ça a on va dire, deux vertus. Le premier, c'est de se forger des convictions sur un sujet, de comprendre à la source, finalement, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. On n'a pas la science infuse, nous, en tant que designer ou product manager, et donc il faut l'entendre par les personnes qui utilisent les solutions. C'est très, très important. L'autre point, c'est évidemment assez tactique, c'est de pouvoir dérisquer des choses qu'on va mettre en production très en amont. C'est-à-dire que c'est plus simple de jeter à la poubelle des écrans à wireframe, une maquette Figma, que de jeter 100 000 euros de développement, parce qu'on se rend compte a posteriori qu'en fait, on n'a pas adressé le bon besoin, ou que la solution qu'on a développée, elle n'est pas utilisable. Donc ça, c'est une deuxième vertu. Et la troisième vertu, c'est vraiment de se forger des convictions, de pouvoir rationaliser sa défense. On a tous eu l'expérience un petit peu, je pense, de se retrouver dans une réunion et la personne qui a le dernier mot, finalement, c'est la personne qui a le plus gros salaire ou le plus gros poste. Et en fait, quand on prend la voix de ses utilisateurs et qu'on exprime des besoins, déjà, on crée un détachement. C'est pas moi, Romain Deschamps, qui dit que, c'est tel et tel utilisateur qui nous ont fait ce retour-là, et ça permet un petit peu de shifter la conversation vers quelque chose de plus concret, de plus rationnel. Je pense que c'est important, ce côté rationalisation. Ok, c'est vrai que il y a beaucoup d'avantages alors à passer par de la recherche avant un projet justement, très intéressant. Et justement là tu disais un peu tous les avantages et un peu le contexte, mais finalement, quels étaient un peu les points de friction avant l'arrivée de l'IA dans la recherche, les pains un peu, quelles étaient selon toi un peu les grandes difficultés finalement, ou les limites du métier à laquelle on aurait pu, et on peut encore se référer en tout cas, mais voilà, c'est quoi un peu les points de friction? Je pense qu'il y en a plusieurs.
bien avant l'arrivée de ChatGPT et l'IA, il y avait déjà un mouvement qui s'est enclenché, qui est que, on va dire, dans les années 2000, 2010, jusqu'à peut-être 2015, la recherche utilisateur était souvent externalisée, elle était menée par des user researchers, elle est toujours menée par des user researchers dans beaucoup de cas, mais on est dans des sujets de plus en plus complexes, précis, et parfois externaliser, c'est pas forcément le bon move. Quand on est sur des sujets techniques, notamment par exemple en fintech, du coup, c'est pas facile de comprendre la régulation de la facturation si on n'est pas dedans, et donc de poser des questions dessus à des DAF, il faut connaître son sujet. Donc ça, c'est le premier point. Et on a vu les équipes internaliser de plus en plus cette fonction-là, et soit on a des user researchers qui font partie d'équipes en mode un petit peu service, où on a une équipe de user research qu'on va actionner, soit on va avoir des PM et des product designers qui vont eux-mêmes mener la research. Et c'est là que ça commence à devenir un peu plus compliqué. Parce que pour mener de la research, en général, soit on doit cruncher beaucoup de données, des verbatims, etc., des surveys, soit il faut qu'on aille interviewer des gens. Et ça se fait pas tout seul. Pour interviewer des gens, il faut déjà bien identifier le besoin en amont. Ensuite, il faut cadrer ce qu'on veut comprendre et pouvoir poser les bonnes questions, les poser de manière répétée, avec la même structure, etc., pour identifier des patterns, des schémas qui se répètent. Et puis ensuite, il faut recruter les gens, donc il faut identifier qui sont ces personnes, il faut envoyer des mails, passer des coups de fil. Et donc, entre le moment où on commence à se dire, tiens, on va faire le user research, et le moment où on parle avec quelqu'un, il s'est déroulé pas mal de temps, parfois plusieurs semaines. Et ça, c'est là où on a beaucoup de friction. C'est dans tout ce travail opérationnel de préparation. Et puis ensuite, on fait les interviews, et puis derrière, il faut les analyser. Et donc pareil, il y a un travail de fourmi qui est à mener. Et ce travail-là, dans l'ère pré-IA, ça demande du temps, ça demande de la ressource, ça demande de s'y poser. Et autant pour un user researcher dont c'est le métier qui est évalué sur cette capacité, il peut prendre le temps de le faire. Autant qu'on est un product manager ou un product designer, on a aussi d'autres chats à fouetter. Et donc, toutes ces petites étapes-là, soit on a tendance à pas les faire, à les bâcler, soit du coup, ça fait qu'on n'arrive pas à aller au bout de sa research, soit on a peut-être des interviews, mais pas autant qu'on voudrait, et on revient pas dessus. Donc voilà, un petit peu les petites frictions sont des frictions opérationnelles en général, qui prennent du temps, et souvent, on a tendance à croire que la discovery, c'est du coût en temps, on le considère comme un coût en temps, et donc parfois on décide de ne pas le faire. Ok, donc ça peut être vite dépriorisé dans certains cas. Mais c'est vrai que moi je le vois aussi dans les pratiques, ça peut mettre beaucoup de temps à se lancer. Pour le premier interview déjà, le travail en amont est assez conséquent. Donc c'est vrai que c'est des skills, soft skills et hard skills en tout cas à avoir. Je suppose qu'on va en parler après effectivement, mais que l'IA nous aide beaucoup en tout cas là-dessus. Mais juste avant de rentrer dans le sujet, tous les changements profonds, les changements, ils ont une origine finalement. On sent un moment que quelque chose bascule. Et j'aimerais te poser la question, toi, quand est-ce que tu as commencé à observer justement les premiers impacts de l'IA dans les pratiques de recherche ? Est-ce qu'il y a eu un moment ou un outil particulier, un projet dans lequel tu t'es dit, ok, là, il y a quelque chose qui change ? Ouais, je me souviens, c'était en mars 2023, un jeudi. Ok, non, précis. Je rigole, c'était pas un jeudi. 14h02. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est vraiment quand ChatGPT est sorti. Okay. Et en fait, quand ChatGPT est sorti, moi, je travaillais beaucoup sur les sujets ProductOps, donc automatisation, process. Et en faisant ça, j'utilise des plateformes d'orchestration. Donc Zapier, N8N, Make sont des plateformes d'orchestration. Et ces plateformes-là ont été les premières à être servies avec un petit bloc LLM qui permettait d'appeler OpenAI et d'envoyer de la donnée à GPT 3.5 et avoir un retour dessus. Et donc, moi, dans le contexte là, à ce moment-là, j'étais chez Agicap, on avait plusieurs problématiques, dont une problématique qui est un peu la bête noire de tous les SaaS B2B ou B2C, c'est le churn. Okay. Et donc, j'ai commencé à me dire, tiens, j'ai ce petit bout de code qui me permet d'appeler un LLM et qui, en retour, me donne une réponse et je peux lui envoyer pas mal de contenu. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a des choses à faire, il y a des choses que moi j'ai envie de faire depuis des années. Analyser, par exemple, toutes les conversations support qu'on a eues avec un client parce qu'il a demandé de churn. Et je fais juste une parenthèse là-dessus. Churn, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque un client décide d'arrêter son abonnement à une solution. Okay. Et donc, quand on est un SaaS, on a beaucoup de clients qui demandent à un moment d'arrêter cette solution. Et ça, c'est un problème business qu'il faut absolument maîtriser. Sauf que pour le comprendre, c'est extrêmement difficile. Donc je me suis dit, est-ce que quand un client demande de résilier son abonnement, est-ce que moi, j'irai pas vérifier si dans tous les contenus qu'on a eus, tous les échanges qu'on a eus, son utilisation de la plateforme, on n'a pas des signaux
et des raisons qu'on pourrait lier à un manque produit, un manque de fonctionnalité, un pain point qu'on n'a pas adressé. Et donc, c'est là où j'ai commencé à jouer avec ça. Et c'était extrêmement intéressant. Quelques semaines, quelques mois plus tard, j'ai fait le même exercice avec la user research cette fois-ci. Enfin, l'analyse du chart et de la user research, mais avec plutôt des interviews clients. Et je me suis dit, si j'envoie des interviews, des transcripts d'interviews, et je lui donne mon sujet, est-ce qu'il est en capacité de me le résumer, de me faire des bullet points, des exact summaries? Et ça fonctionne. Alors à l'époque, ça fonctionnait un petit peu, parce qu'on était sur des modèles moins performants que ce qu'on a aujourd'hui, et surtout avec une limite en token qui était extrêmement importante. À l'époque, GPT 3.5, on parlait de 8000 tokens. Aujourd'hui, on est à 1 million. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un token, c'est, on va dire, pour vulgariser, le nombre de mots, de lettres qu'on peut envoyer à un LLM et sa capacité d'absorber du contenu, et qui était très faible à ce moment-là. Donc on pouvait envoyer des petits paquets, mais on ne pouvait pas analyser une interview complète, par exemple. Ok, très intéressant. C'est vrai que ça devait être très satisfaisant aussi de jouer finalement avec ça et de voir l'opportunité qui s'ouvre à nous finalement. Juste pour préciser pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire LLM? Alors LLM, c'est-à-dire Large Language Model, et c'est quand on parle d'IA, ChatGPT, ce sont des LLM. Le LLM, c'est vraiment le cerveau, c'est la partie qui a été entraînée sur énormément de contenu et qui du coup a sa capacité de réflexion, de nous répondre, etc. C'est vraiment le cœur du writer, le LLM. Ok, super. Maintenant qu'on a posé un peu plus le contexte, hyper intéressant, je te propose qu'on entre vraiment dans le concret. Toi qui travailles vraiment au quotidien sur ces sujets, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta boîte à outils, dans tes usages actuels? Autrement dit, quels sont les outils et méthodes, peut-être en utilisant l'IA, que tu as intégré toi dans ton quotidien, dans tes process de recherche, etc. Et est-ce que tu peux nous donner aussi des exemples concrets, là où vraiment l'IA vraiment a changé ta manière de faire, concrètement? Donc pour répondre à cette question, je pense qu'il faut différencier un petit peu deux moments clés de la discovery. Il y a l'amont, où on va essayer d'identifier les bonnes batailles à mener, ce qu'on va mettre dans notre roadmap, où est-ce qu'on veut mettre de l'effort. Et l'aval, une fois qu'on a identifié ce sur quoi on voulait mettre de l'effort, dépiler ce sujet-là fonctionnellement, concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, si on s'attaque à ce sujet, à quoi ça va ressembler. Et ces deux moments-là ont été fortement impactés à mon sens. Si on prend le premier, la recherche d'opportunités finalement, aujourd'hui, avec les LLM, on a la capacité d'aller cruncher beaucoup de données. Là où avant, on avait des surveys, on avait peut-être des NPS qui tournaient, ou des équipes Customer Success, relations clients qui nous font des feedbacks, quelques commerciaux qui nous font des feedbacks, et soit on les lit, soit on n'a tout simplement pas ce volume de données entrant, soit très chronophage, soit on ne l'avait pas tout simplement. Okay. Aujourd'hui, avec un LLM, on a la capacité d'aller se plugger directement aux appels, aux calls, des sales, des CSM, pour générer du contenu à la volée, des choses qui nous intéressent, qui sont pertinentes. On a la capacité d'analyser des centaines, des milliers de surveys, de CES, de NPS. Donc CES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Customer Effort Score, et NPS, c'est Net Promoter Score. Ce sont des petites popines qu'on va voir popper de temps en temps, qui vont nous demander une note de 1 à 5 avec un commentaire. Typiquement, en ce moment, moi, je travaille chez BPI France. On a plus de 10 000 CES tous les mois qui sont récupérés, et on a 10% de ces CES qui ont un commentaire. Donc ça fait plus de 1000 commentaires à lire par mois. Essaie de les lire toi, les 1000 commentaires, tu vas être content. Ouais. Et aujourd'hui, avec un LLM, on a la capacité de le faire, on a la capacité de poser des questions, d'aller chercher dans une base de données et de filtrer de manière autonome, de faire des clusters qui sont sémantiques, et finalement de nous faire remonter des thématiques et toutes les choses qui vont nous intéresser sur un sujet donné, et tout ça en langage naturel. Avant, il fallait être soit un pro du SQL, soit se taper des exports dans des Excel, et puis lire les colonnes et mettre des notes à la main, et ça prenait des heures. Donc cette capacité-là, elle est formidable pour rationaliser un petit peu les décisions qu'on va prendre. Et si on a la capacité de lier cette volumétrie de feedback qu'on récupère avec des données business, et bien là, on commence à vraiment aller taper dans les sujets à impact qu'on va pouvoir adresser. Je te donne un exemple. Je travaille avec une autre société qui s'appelle SMJ, qui est un SaaS B2B. Et avec SMJ, on a plugué tous les appels des commerciaux qui sont analysés via LLM, et on en identifie les opportunités produits, les bloqueurs, les besoins, les noms des concurrents, ce genre de choses. Et toutes ces données-là sont envoyées ensuite dans une base de données qui est vectorielle, c'est-à-dire qui va être consommable par un LLM. Et on a la capacité de poser des questions et de dire, voilà, sur les 6 derniers mois, dis-moi quels sont les plus gros problèmes remontés sur tel pan fonctionnel de mon app. Et le LLM va aller
trouver sémantiquement tous les bouts de texte qui se rapprochent de ma question, va me les remonter, va les compiler, va m'en faire un digest. Et ensuite, on va pouvoir dire, tiens, ces commentaires-là ont été remontés par tel client, on va les associer à l'ARR de ce client-là, au revenu que génère ce client-là, à la typologie, la segmentation. Et en faisant ça, on arrive assez rapidement à avoir des sujets qui se dégagent, des sujets qui vont avoir de l'impact, parce que peut-être qu'on a perdu des prospects sur ce sujet-là, ou de l'impact parce qu'on voit qu'on a une grosse base de clients avec un gros MRR qui nous demande ça, ou au contraire, quelques petits clients mais stratégiques qui nous demandent ça. Et donc, on va pouvoir prioriser la roadmap dans ce sens-là. Ok, écoute, mais c'est de la recherche en continu et de l'amélioration de produits. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très global, en tout cas les pratiques que tu utilises. Et c'est vrai que là, on parle souvent d'IA comme un tout, mais en pratique, finalement, elle n'a pas forcément le même impact sur chaque étape du process. Tu parlais de l'amont, de l'aval, etc. Certaines phases, elles sont radicalement transformées, d'autres à peine touchées. Selon toi, quelles étapes de recherche, vraiment, aujourd'hui, sont les plus transformées avec l'IA ? Pour répondre, il faut parler du coup aussi de la partie aval, qu'on n'a pas adressée, qu'on a identifié comment capter les opportunités. Et une fois qu'on les a captées, on va vouloir entrer dans le dur. On va vouloir parler à des personnes, comprendre leur quotidien, comprendre comment ils font aujourd'hui, etc. Et ça aussi, c'est extrêmement transformé. Pour te donner des exemples, on a un agent IA chez Bpifrance qui est un coach de user research. Il a en tête toutes les guidelines pour faire de la recherche à Bpifrance, comment mener une interview, quels sont les outils qu'il va falloir utiliser, toutes les terminologies un petit peu barbares qui peuvent être utilisées dans le monde de la finance, et tout un panel, toute une boîte à outils qui a été mise en place par Roxane Lacotte, qui a fait un travail formidable là-dessus, et qui, intégré et incluse avec un LLM, donne un petit peu des super pouvoirs aux product designers ou aux PM qui l'utilisent. Et donc, typiquement, là où avant, fallait passer beaucoup de temps à essayer d'identifier, comment est-ce qu'on va adresser ce problème-là, essayer d'identifier les cibles, se poser des questions de quel va être mon guide d'interview, par quoi je commence, etc. Là, aujourd'hui, avec cet agent coach UX Research, on va pouvoir expliquer sa problématique et notre agent va nous aider à, au fur et à mesure, rentrer dans le détail, analyser, identifier des zones qu'on n'avait pas forcément, nous, prévu d'adresser, jusqu'à écrire le guide d'entretien avec nous le faire relire, et le publier dans Notion directement. Donc ça, c'est typiquement une étape qui est transformée, l'étape de préparation. Et de la même manière, l'étape d'identification, aujourd'hui, on a la capacité d'expliquer sa problématique. Je veux des utilisateurs qui ont fait telle action dans la plateforme et ou qui nous ont fait tel retour sur tel sujet, qui ont fini leur onboarding il y a plus de 3 mois, mais qui n'ont pas fait plus de X choses dans la plateforme depuis tant de temps. Eh bien, un LLM va pouvoir prendre cette question-là, aller dans l'outil d'analytics, Mixpanel, Amplitude, peu importe l'outil qu'on utilise, et faire ses requêtes soi-même et nous fournir une liste de clients qui correspond exactement à ce qu'on souhaite avoir. Donc ça, c'est une deuxième étape. Je pense que l'étape qui a été le plus transformée, c'est la partie post-interview. C'est-à-dire, on a réussi à aller jusqu'à l'interview, on a booké, on a pris rendez-vous avec notre client ou notre prospect, on a fait 30-45 minutes d'échange avec cette personne-là, et on n'a pas pris de notes. Et en fait, avant, si on n'avait pas pris de notes, on était mort. Ou alors, il fallait y aller à 2 et il y en avait un qui faisait énormément de notes, un scribe. Et il fallait ensuite relire toutes ces notes-là, les analyser, peut-être les taguer, dire voilà, tel verbatim parle de tel sujet, etc. pour qu'à la fin, on arrive à identifier des schémas qui remontent à chaque fois et qui sont des problématiques qui émergent. Aujourd'hui, avec l'IA, on a les transcripts. Les transcripts, ça change tout. C'est la vie. Ça change tout. Et ces transcripts-là, on peut les exploiter de manière très fine. Après, avec différents outils, on n'arrive pas toujours au même résultat et ça demande un petit peu de travail. Mais vraiment, cette partie-là de j'ai un transcript, j'ai eu un échange avec quelqu'un en visio ou au téléphone et je le balance dans un LLM qui me donne des résultats structurés, c'est game changer. C'est absolument game changer. Ok, écoute, très prometteur en tout cas. Est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre d'idée de comment, pour aider les auditeurs à se projeter, c'est quoi un peu le flux d'une discovery en intégrant finalement l'IA ? Je vais rentrer un petit peu dans le détail pour que les gens comprennent bien les étapes et comment fonctionne aussi la partie LLM là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je vois et ce qu'on a à date, c'est des appels, des équipes commerciales, des CSM qui sont enregistrés. Ensuite, on a un agent qui est dédié à identifier dans ses transcripts tous les points liés au produit, au design de près ou de loin.
tout ça, c'est vectorisé, c'est mis dans une base de données vectorielle dans laquelle on va faire du RAG, du Retrieval Augmented Generation. Ça permet en fait de poser des questions à l'LM et le LM va aller piocher là-dedans un petit peu les réponses d'un point de vue sémantiquement proche. Ça va permettre d'identifier des gens, d'identifier les personnes avec qui parler. Ensuite, on va avoir la partie pipeline de recrutement automatisé. Donc typiquement, moi je travaille sur un projet de research, j'ai mon sujet, je vais poser des questions sur ce sujet-là, je vais en tirer des users qui m'ont fait des feedbacks autour de cette thématique. Je vais pouvoir aussi aller chercher dans mes analytics des users qui correspondent à ce type d'usage-là aussi, compiler les deux. Je vais me retrouver avec une liste de personnes potentielles à qui parler. Là, je vais lancer un agent de recrutement. Cet agent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre chacune des personnes qui sont identifiées et il va aller vérifier dans le CRM, il va aller voir si ce client-là, on peut le contacter. Est-ce qu'on a eu des frictions avec cette personne-là ? Est-ce qu'on a un deal en cours ? Est-ce qu'il va pas tarder à renouveler ? Est-ce que son usage est en berne ? Etc. Et puis, en fonction de ces critères-là, il va dire, OK, celui-là, c'est bon, c'est sûr qu'on peut l'appeler. Et donc, il va aller créer un mail. Et il va envoyer le mail. Et il va mettre à jour la base de données en autonomie. Ensuite, pour ceux où il y a un petit doute, il va aller contacter le Customer Success. Il va dire, OK, j'ai 3 clients, tu peux me les valider. Et tous les jours, il va aller vérifier où en est l'envoi des emails, où en est les validations des CSM. Est-ce qu'un client a répondu et a pris rendez-vous dans l'agenda de la personne ? Et il va mettre à jour la base de données, etc. Et en fait, là, le product designer ou le product manager n'a plus qu'à se pointer et faire l'interview. Et à l'issue de l'interview, il n'a plus qu'à dire, OK, analyse-moi l'interview que je viens de faire. Et le LLM va aller chercher dans les rendez-vous, capter l'email avec qui on a fait le rendez-vous, aller chercher dans la solution de transcript qu'on utilise, récupérer le transcript et faire l'analyse du transcript. Et pour ça, il va aller se baser sur le cadrage de user research qu'on a fait juste avant avec notre coach pour récupérer tout le contexte. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Si on drop juste un transcript dans un LLM et qu'on lui pose quelques questions dessus, ça va aller à gauche à droite et on va pas réussir à avoir des schémas qui se répètent. Alors que là, avec le cadrage, on arrive vraiment à avoir une donnée structurée à chaque fois et on va l'analyser de la même manière. Et ça va être un agent spécialisé dans l'analyse de transcript. Cet agent, il va ensuite prendre chacune des verbatims, et il va faire en fait ce qu'on pouvait faire dans un Dovetail ou dans d'autres solutions, il va aller taguer ces bouts-là, et il va par exemple les envoyer dans une base de données Notion. Il va envoyer chaque verbatim avec les timestamps, avec le contexte au début du contenu, avec le profil de la personne, et avec des tags qui vont être issus de nos objectifs de recherche. Et en fait, quand on fait une interview, 2 interviews, 3 interviews comme ça, on constitue une base de données. Et dans cette base de données, ensuite, on va pouvoir aller piocher, on va pouvoir faire appel à un agent et lui dire, OK, tu es un agent spécialiste de user research, maintenant, analyse-moi tout ce contenu par rapport à mes objectifs que tu trouveras dans tel endroit. Et donc là, il va récupérer le contexte, analyser chacun des éléments, il va les faire des analyses par tag, il va faire des analyses par signaux faibles, par segmentation. On va pouvoir dialoguer avec cette donnée. Et ensuite, on pourrait très bien dire, très bien, maintenant, fais-moi le rapport dans Notion sur tel et tel point. Envoie-moi, à chaque fois que je fais une analyse, envoie-moi un exact summary dans Slack, etc. Donc aujourd'hui, c'est à ça que ressemble le flow de Discovery en 2026 quand on utilise l'IA. C'est vrai qu'on a tendance à idéaliser un peu, on dit l'IA, on met le transcript, ça nous fait tout et on pense qu'elle sait tout, alors que pas du tout, il faut quand même la cadrer, la coacher, avoir quand même un environnement sain pour avoir quand même un output quand même assez significatif finalement et au plus proche de ce qu'on souhaite. Ouais, tout à fait. Avant tout, c'est un workflow, c'est un pipeline, c'est quelque chose qui suit des événements séquentiels. L'IA va réussir à bien se débrouiller pour appeler les bons outils au bon moment, mais il faut quand même que ce soit structuré. Il faut se dire, en fait, si nous, on devait le faire, comment on le ferait ? Il faut que l'IA fasse pareil. Hyper intéressant. En termes de promesses, on entend souvent parler donc, de l'IA. Avec l'IA, on va plus vite et on fait mieux avec l'IA. Là, tu parlais quand même beaucoup de gains de temps dans ce que tu as dit juste avant. Finalement, est-ce que tu n'as pas des chiffres un peu à nous donner, un peu concrets, comment en fait cette IA nous a fait gagner du temps, sur quelle phase et combien ça peut, avec tes exemples en tout cas, avoir pu dégager du temps à des product designers, à des product managers et des researchers. Voilà, est-ce que tu as des chiffres un peu à nous partager ? Alors c'est toujours un petit peu compliqué de donner des chiffres sur des sujets opérationnels comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai donc une dizaine d'agents qui tournent dans différentes équipes, qui ont entre 2 et 15 designers. Et ce que j'observe, c'est que la partie discovery, recherche terrain, fait gagner à peu près
2 à 3 heures pour un nombre de 5 à 10 interviews. Ok. Donc en fait, auparavant, quand vous vouliez interviewer 5 personnes, faire un test utilisateur avec 5 personnes par exemple, eh ben, ça prenait 2 à 3 heures de retravail derrière, d'analyse, dans des logiciels comme Dovetail par exemple, pour aller relire chaque interview, les taguer, identifier des schémas entre chacune d'entre elles, recruter les gens. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont faites en mode automatique et qui font gagner 2 à 3 heures, je pense, facilement. Pareil sur la recherche de feedback, l'analyse, on va dire, quantitative. Là aussi, si tu dois lire 100 commentaires, ça va te prendre 1 heure. Là où, avec l'IA, tu fais ça en 2-3 minutes. Et donc, j'ai eu plusieurs retours de designers ou product managers qui m'ont dit, avec ta solution, j'ai gagné une demi-journée, quoi. Ok, pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable, ouais. C'est pas négligeable. Donc ça, c'est le premier volet. On a aussi des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas forcément énormément de feedback ou on ne prenait pas le temps de les analyser. Et aujourd'hui, on est en capacité de le faire. Moi, j'ai une équipe qui avait, quand je suis arrivé, 20 feedbacks par mois à peu près. Et aujourd'hui, on a mis en place tout le pipeline de analyse des calls, CSM, etc., tout en automatisé. Et ils ont 1000 feedbacks par mois maintenant. Ok. Alors, ça fait... Ils ont la capacité de les utiliser, ils les utilisent. Ça fait aussi beaucoup de données en plus à gérer et parfois on peut se sentir un petit peu dépassé par le volume. Donc voilà, ça a du bon et puis ça amène aussi des nouvelles problématiques. Forcément, quand on a une vague de feedback qui nous arrive tous les jours, le moyen aussi de le gérer. Il y a quand même aussi une dimension humaine dans le sens où ces feedbacks sont automatisés, récoltés par l'IA, mais il y a quand même l'humain qui va quand même les relire potentiellement, ou en tout cas les catégoriser, ou enfin en tout cas essayer d'avoir aussi... On garde quand même une approche humaine quand même dans ce métier, parce que c'est vrai que finalement la recherche utilisateur, au fond, c'est quand même une discipline d'écoute. Tu parlais d'automatisation du process en amont, en aval, mais c'est vrai que la partie interview, peut-être qu'on reviendra juste après, mais ça reste de l'humain, en tout cas entre un humain et un humain. Comment on arrive finalement, avec l'IA qui prend de plus en plus de place, comment on protège finalement ça, comment on garde une approche entre guillemets humaine face à l'automatisation exponentielle et quotidienne du sujet? Est-ce qu'on veut la garder, cette approche humaine? En vrai, c'est une vraie question. Disons que la partie interview, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est conservé. C'est là où on va avoir le plus de valeur ajoutée en tant que personne. C'est interviewer une personne, comprendre ce qu'il nous dit, rebondir, identifier des petits signaux faibles que la personne ne voulait pas forcément nous dire, mais qu'on va aller creuser. Ça, c'est vraiment la partie intéressante du sujet. Tout ce qui est autour, cruncher de la donnée, recruter des gens, faire un peu le travail administratif, c'est répétitif à faible valeur ajoutée et je suis très content qu'on ne le fasse plus, quoi. Voilà, il y a des choses qu'on va vouloir garder et il y a des choses qu'on est très content de s'en débarrasser. Donc, faut pas oublier qu'on fait de la research, on fait pas de la research juste pour être au contact des personnes, on fait de la research pour avoir un impact business derrière. Ce qu'on veut, c'est identifier des pains qui nous coûtent du business et derrière les corriger pour derrière mieux transformer ou augmenter notre rétention. Donc on fait pas ça juste par plaisir de parler aux gens, on fait ça parce que on a un intérêt quand même derrière. Question importante quand même, sur laquelle je pense qu'il faut qu'on aborde le sujet. Quand on fait de la recherche, on manipule quand même des données sensibles, des verbatims, des comportements, des opinions aussi. Et envoyer ça dans un LLM, potentiellement externe à notre organisation interne, ça soulève quand même quelques questions. Comment finalement on garantit la confidentialité et la sécurité des données quand on utilise de l'IA finalement dans nos pratiques? Ça, c'est une question un petit peu tricky et qui devient de plus en plus tricky plus on est dans une grosse organisation. Ok. On va pas réfléchir de la même manière quand on est une PME ou une start-up que lorsqu'on est un grand groupe avec plusieurs contraintes. Le niveau de complexité de cette question augmente avec, on va dire, le nombre d'employés, quoi. Ok. Et déjà, la première question que moi je voudrais te poser, c'est aujourd'hui, et même avant l'IA, comment on faisait? Et en fait, si tu étais sensible à ce sujet-là avant l'IA, tu vas y être aujourd'hui. Mais si tu n'étais pas sensible à ce sujet-là avant l'IA, il y a peu de chances que tu le sois aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai qu'on balance tout vraiment dans des GPT, etc. Voilà, on n'est pas... Voilà, c'est ça. Je pense quand même qu'il y a quelques garde-fous qu'on peut mettre en place. Déjà, n'envoyez pas vos données dans des solutions gratuites. Okay. C'est le b.a.-ba. Et c'est le b.a.-ba dans tous les cas. C'est pas dû à l'IA. C'est le b.a.-ba depuis qu'Internet existe. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, si vous êtes amené à envoyer des données dans les LLM, et de toute façon vous allez le faire parce qu'aujourd'hui on est en 2026 et vous ne le faites pas, vous avez loupé un train, assurez-vous que vous avez bien une politique de zéro data retention. Donc ça peut prendre plusieurs formes. La forme la plus simple,
c'est décocher quand vous êtes dans votre plateforme d'IA la capacité d'entraînement du LLM. Ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, en fonction des contrats que vous avez avec les plateformes, voilà, vous pouvez appliquer et demander d'avoir zéro data retention. Donc en gros, ça veut dire que les données vont être supprimées au bout de quelques semaines, ou en tout cas dans le cadre d'une durée déterminée. Ça, c'est la base. Et c'est la base sur toute plateforme. C'est pas que les LLM. En fait, avant, on envoyait toutes nos données dans Dovetail. Est-ce qu'on se posait la question de est-ce que c'est zéro data retention ou pas? En fait, voilà, est-ce que quand on a une solution américaine sur laquelle on envoie nos interviews, est-ce que quand on met ça dans un Notion, est-ce que voilà, la problématique est la même. Donc il faut se poser cette question-là dans tous les cas, même si c'est de l'IA ou pas de l'IA. C'est le premier point. Ensuite, il y a des solutions, si on veut assurer la confidentialité, ça peut être de passer par des plateformes avec des LLM en local, qui sont hébergés sur votre ordinateur. En général, on a des performances qui sont quand même moins bonnes que les top fournisseurs qui sont OpenAI, Anthropic, Gemini ou Mistral par exemple. Ensuite, vous avez aussi l'option, souvent, de passer par des serveurs européens. C'est-à-dire votre donnée va être en .eu, quelque chose, et vous allez être hébergé sur des plateformes européennes où vous allez avoir des options relatives à la RGPD, etc. Voire, vous allez pouvoir choisir les modèles que vous allez utiliser. Et dans certains cas, on a des modèles qui, notamment par exemple Microsoft Azure, qui proposent des versions GPT préparées pour l'Europe. Donc, ce sont des solutions qui sont un petit peu sur l'étagère. Et dans tous les cas, assurez-vous de ne pas envoyer des données trop sensibles dans les LLM ou d'anonymiser la donnée. Par exemple, il y a des réflexions autour de je fais une interview, peut-être qu'il y a une passe de LLM locale qui anonymise une partie de la donnée avant de l'envoyer dans un modèle un peu plus performant. Voilà, ça peut être des mécaniques à mettre en place. Ok. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, en fait, c'est vrai que dans ma pratique aussi, en tant que designer, j'utilise aussi beaucoup l'IA, que ce soit Cursor, Lovable ou même ChatGPT. Mais typiquement, sur le marché, maintenant, il y a différents modèles, comme tu as annoncé. Et quels sont pour toi, finalement, les modèles que tu utilises le plus et pour quels usages? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des modèles qui sont plus spécialisés, entre guillemets, dans d'autres, ou peut-être que c'est seulement juste une question de prompt, peut-être aussi plus fiable en fonction aussi des usages. Toi, c'est quoi un peu tes tips et tes usages actuels sur les LLM justement du marché? Je pourrais te répondre, mais la semaine prochaine, il va y avoir un nouveau modèle qui va sortir et ma réponse sera caduque. Donc, je vais pas le faire. En gros, personnellement, moi, j'utilise beaucoup OpenAI et Anthropic, donc ChatGPT et Claude. Ouais. Et en fait, tout simplement, pour la simple et bonne raison que ce sont les outils qui sont dans les boîtes dans lesquelles j'interviens. Donc, en fait, la première réponse à ça, c'est utiliser le modèle qui est disponible dans votre boîte. Derrière, il y a effectivement... En fait, la question se posait beaucoup il y a 1 an ou 2. Aujourd'hui, on a atteint des performances de LLM qui sont quand même relativement équivalentes. C'est-à-dire que pour ce que nous, on en fait comme usage, on ne va pas aller vibe-coder des apps, en tout cas, quand on parle de user research, pas aller vibe-coder des apps où on a besoin d'énormes modèles hyper forts en développement. C'est là où aujourd'hui la guerre se joue. La guerre d'analyse de texte, etc., elle a été jouée et tout le monde est plus ou moins au même niveau aujourd'hui. Donc, si vous avez Gemini, vous pouvez passer par Gemini. Si vous avez Anthropic, Claude Sonnet 4.6, fera très bien le job. OpenAI 5.1, 5.2, 5.4, etc. vont être très bons aussi. Prenez la solution sur étagère que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'envoyer ça dans les méga modèles d'analyse pour faire du dev, etc. C'est un peu des tokens qui vont vous coûter cher par rapport à ce que vous souhaitez en faire. C'est le premier point. Mettez pas tout dans Opus 4.6 à l'heure où on parle. Alors, si vous écoutez dans ce podcast dans 6 mois, peut-être que ce sera complètement has-been. Ouais. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est la context window. En gros, la context window, c'est la capacité de votre LLM à se rappeler ce que vous êtes dit juste avant. Et donc, c'est le nombre de tokens. On parle en nombre de tokens, donc c'est sa capacité à ingérer du contenu que vous lui envoyez. Plus vous vous rapprochez des limites de la context window, plus vous allez avoir des résultats moins pertinents. Le LLM va être de plus en plus flemmard et voire va complètement halluciner. Ou va vous dire, on a atteint la context window, c'est fini, fin de la conversation. Donc, déjà... Quand vous choisissez un LLM, choisissez des LLM qui ont une capacité de context window importante. Parce qu'on va envoyer des interviews, parce qu'on va peut-être envoyer plein d'analyses en parallèle, etc. Donc cette context window est importante. Donc on a parlé de la context window, très important.
Ensuite, on va pouvoir parler aussi, par exemple, de modèles qui sont multimodaux. Il y a des modèles à qui on va pouvoir uniquement envoyer du texte, des transcripts par exemple, d'autres modèles à qui on va pouvoir directement uploader de la vidéo. Par exemple, Gemini est très bon en multimodal. Et puis, on a des LLM qui vont avoir des styles. Claude va écrire très bien, va être très bon dans l'analyse de texte, va aussi tendance à beaucoup verbaliser. Là où OpenAI, personnellement, je trouve, a tendance à être un peu plus succinct dans ses réponses, à plutôt utiliser des bullet lists, par exemple. Et puis, en fonction de l'activité qu'on fait, on va avoir aussi la capacité des LLM à faire ce qu'on appelle des outputs structurés, c'est-à-dire à sortir du contenu dans un fichier JSON, par exemple, ou dans un fichier CSV. Et là, pareil, on a des modèles qui se comportent un petit peu différemment. Et du coup, une même prompt ne va pas forcément donner les mêmes résultats. Et je sais que moi, par exemple, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui à donner des outputs structurés en JSON à un Claude, alors que OpenAI, il me les sort en one shot. Donc ça demande un peu plus de travail de le faire avec Claude. Donc voilà, ça va dépendre. Après, c'est un petit peu le style aussi que vous allez lui donner. Et lorsqu'on apprend à prompter avec un modèle, eh bien, c'est pas mal de rester un petit peu avec ce modèle-là pour s'habituer et avoir un petit peu de prédictabilité de ce qui va nous sortir. Ok, hyper clair en tout cas, mais c'est vrai que ça dépend effectivement de nos usages et surtout effectivement de l'organisation dans laquelle on travaille, niveau conformité, niveau juridique, etc. aussi. Donc c'est vrai que en fonction de toutes ces contraintes entre guillemets, on va choisir le modèle qui nous correspond le mieux. Finalement, je vois que l'IA, quand elle est arrivée, et là depuis qu'elle est arrivée, beaucoup de choses ont changé dans les practices, dans les process, etc., dans les réflexes à avoir. C'est un peu comme à l'époque la bulle Internet, où qu'on est passé de Sketch à Figma, en tout cas. Enfin voilà, il y a des nouveaux skills en tout cas à avoir. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à nos auditeurs en termes de nouvelles compétences qu'un UX researcher, product designer doit développer finalement pour rester pertinent avec l'IA et surtout pour rester à la page finalement? C'est très dur aujourd'hui. Il y a un gros FOMO, Fear of Missing Out, qui s'est installé. Et moi, la dernière fois, je suis parti en vacances, une semaine, je suis revenu, le monde de l'IA avait changé. Je me suis dit, waouh, j'ai loupé plein de trucs. Donc, on peut se sentir très vite un petit peu anxieux face à ça. Je pense que c'est sain de faire une veille, mais ce n'est pas sain de passer son temps à suivre toutes les évolutions. Il y a plus d'évolutions que de temps qu'on a disponible pour les lire. Donc, on peut vite se retrouver à être un peu dépassé par ce qui se passe. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de faire une veille intelligente et surtout d'essayer de se trouver des projets sur lesquels travailler, que ce soit professionnel ou même personnel. C'est de faire. On apprend en faisant. Et donc, il faut faire, il faut trouver des opportunités. Pour quelqu'un qui veut s'y mettre, il va aller trouver des opportunités dans sa boîte, dans son projet, avec ses clients. Il va aller trouver des opportunités, il faut faire. C'est comme ça qu'on apprend. Vous n'allez pas apprendre juste en lisant des newsletters. Derrière, il faut aussi un petit peu choisir ses batailles. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi la bataille de la discovery. D'autres personnes vont faire pareil. D'autres personnes vont choisir la bataille du vibe coding. D'autres personnes vont choisir de plutôt faire ce qui est image generation ou video generation. On ne peut pas être spécialiste de tout. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre moi, je vais me mettre de l'effort sur tel sujet et monter en compétence sur ce sujet-là, tout en gardant un coup d'œil sur ce qui se passe à côté. Je pense que voilà, faut être assez clair là-dessus. Si on veut monter en compétence, il faut trouver des projets, il faut se trouver une colonne vertébrale sur laquelle on veut avancer et on ne peut pas avancer sur tout en même temps. Je pense qu'il y a un autre point important, notamment chez les product designers et product managers. On a passé ces 10 dernières années à nous parler énormément de méthodologie, de discovery, etc. etc. Et on a un peu mis la technique sur le côté, on s'est moins penché sur finalement nos designs et nos product requirements, ce qui devenait derrière d'un point de vue tech. Et aujourd'hui, on se rend compte que la ligne devient de plus en plus floue entre la tech, le design, le product. On va avoir, je pense, besoin de se remettre un peu dans la tech, dans la technique. C'est-à-dire, ok, c'est quoi du JavaScript, c'est quoi du HTML, comment fonctionne une base de données, etc. Parce que les sujets qu'on adresse avec les LLM aujourd'hui vont demander ça. Et donc, je pense qu'on va avoir un mouvement de rapprochement tech qui va se faire. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans les années 2010, c'était très intéressant d'apprendre à coder, de faire les intégrations CMS, etc. C'était très technique. Et puis après,
j'ai plus touché à une ligne de code pendant 5 ans, 6 ans. Et là, maintenant, on retouche des lignes de code parce qu'on fait à travers un LLM, et donc c'est important de le comprendre. Donc on a un petit peu cette vague qui revient. Et donc voilà, si aujourd'hui vous êtes designer, replongez-vous un petit peu dans l'aspect technique des choses. Je pense que ce sera très actionnable d'un point de vue IA. Très clair. Écoute, pas mal d'actions à faire, en tout cas de manière opérationnelle et actionnable assez rapidement. On arrive sur la fin du podcast. J'ai une dernière question pour toi qui n'est peut-être pas la plus facile. À quoi ressemblera selon toi la recherche utilisateur dans 5-10 ans? Et penses-tu que l'IA pourrait remplacer certaines missions de recherche future, ou en tout cas remplacer à 100% un UX researcher ou un product designer qui souhaite faire de la disco? Franchement, si on m'avait dit à quoi ressemblait le monde aujourd'hui il y a 6 mois, je t'aurais dit tu déconnes. Donc une prédiction à 5 ans, c'est ambitieux et je vais pas non plus le lancer là-dedans. Par contre, ce que je vois comme tendance, c'est que en fait, aujourd'hui, on dit ok, on va faire une discovery. On détermine un moment où on va faire des activités autour de ce sujet-là. Puis après, on va plus trop en faire. Puis après, on va se dire ok, pendant 2 semaines là, je vais faire des tests utilisateurs, je vais faire des interviews, je vais analyser les surveys, etc. Et je pense que dans quelques mois, peut-être pas quelques années, dans quelques mois, on va avoir des agents spécialisés sur ces sujets-là qui seront en fait tes collègues qui feront un flux continu de discovery. Et en fait, comme je te disais, chez SMJ, on analyse l'école en continu et finalement, on a une pseudo-capacité d'avoir à la volée les feedbacks, et voire même on pourrait très bien dire toutes les semaines tu me fais un rapport, tu m'expliques ce qui s'est passé et tu me montes des alertes, et peut-être qu'on va avoir des agents qui vont eux-mêmes monter des projets de discovery en parallèle parce qu'ils ont identifié des patterns. Et donc nous on sera manager de ces agents-là, et ce seront donc des choses qui seront en continu amenées. Aujourd'hui on va nous tirer de la research, et demain on va nous la pousser. Je pense que ça va être un des gros changements. Je dirais surtout que la vraie question à se poser sur les prochaines années, c'est est-ce qu'on est prêt à déléguer tout ça à un agent? Est-ce qu'on aura le niveau de confiance pour le faire? Et est-ce que toi, tu es prêt à ce qu'un agent fasse passer une interview à ta place? C'est vrai que c'est tentant, mais à la fois aussi un peu dangereux. Enfin, en tout cas, moi, je sais que pour l'instant, j'aimerais quand même garder la main sur l'interview, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas toi quelle est ta vision, mais en tout cas, c'est vrai que si tout est automatisé finalement avant, après, etc., on peut garder ce côté empathique finalement et cette touche humaine finalement dans ce monde un peu digitalisé. Après, c'est vrai que libre à nous de tester aussi ces solutions-là futures qui pourraient s'offrir à nous, et pourquoi pas encore plus gagner du temps, mais aussi avoir effectivement aussi si côté utilisateur, client, est-ce qu'ils seraient OK aussi eux-mêmes de se faire interviewer par un agent aussi? Il y a des questions aussi éthiques là-dessus et plein de questions qui se posent, mais c'est hyper intéressant en tout cas. Merci Romain, en tout cas pour cet échange riche, intéressant et passionnant. Encore merci d'avoir consacré du temps pour nous, donner toutes ces informations précieuses qui, je pense, en aideront plus d'un. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs veulent suivre ton travail ou tout simplement échanger avec toi? Le plus simple, c'est de me contacter sur LinkedIn. Ok. Sinon, je suis aussi actif sur quelques Slack. Je pense à AI Discipline et à French Product. N'hésitez pas à me pinguer sur un de ces médiums, et je serais ravi d'échanger avec toute personne intéressée par ce sujet-là. Super. Et nous arrivons à la fin du podcast. Je tiens également à remercier tous nos auditeurs et auditrices. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. N'hésitez pas à abonner, réagir et à partager le lien s'il vous a intéressé. Et si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres sujets du UX, de product ou d'IA, n'hésitez pas à écouter nos autres podcasts ou lire nos articles de blog sur notre site internet. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, stay tuned, de nouvelles choses arrivent en 2026. Merci beaucoup et à très bientôt.